Pour ce vendredi de l'inventivité, nous avons deux retours d'expérience. Lucille Rivaud qui travaille à la médiathèque de Cuno près de Toulouse et Marion Mossan qui travaille aux bibliothèques de Nîmes, du coup près de Nîmes. Voilà. Et je vais laisser les intervenantes se présenter l'une après l'autre, mais Lucille Rivaud présentera un projet de réaménagement et en particulier la question de la gratuité dans cette, entre autres, extension des horaires. Mais voilà, c'est un projet global qui est pensé. Et Marion Mossan parlera de plusieurs aspects liés plutôt à la question de l'accueil, quand on arrive à l'accueil de la bibliothèque et qu'est-ce qu'on y trouve et comment est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on a comme information et comment les informations sont données et comment on se retrouve dans cette jungle administrative ou pas tout à fait. Bonjour à tous. Merci Mélanie de m'avoir proposé de parler de la gratuité à la bibliothèque de Cugnot. Alors, initialement, la perche qui m'avait été tendue était de parler de la gratuité, mais il me semblait intéressant de l'élargir à la question aussi du travail qui a été mené sur Cugnot, sur l'extension des horaires d'ouverture et sur la question d'un gros projet de réaménagement, parce que finalement, ce projet de gratuité, il s'est très vite enchaîné avec d'autres gros projets. Donc l'idée, voilà, c'était de vous partager un petit peu ce retour d'expérience sur cette période 2020-2025 qui nous a animés avec les équipes au niveau de la bibliothèque. Déjà, bon, pour commencer, peut-être pour faire un petit aperçu du contexte territorial, vous connaissez peut-être pas tous la région toulousaine. Donc la bibliothèque de Cugnot, elle fait partie de la métropole toulousaine. Et la commune, donc c'est une commune aujourd'hui qui a plus de 20 000 habitants, qui est la cinquième ville de Toulouse Métropole, la sixième ville de Haute-Garonne. Et c'est une commune qui a connu une très très forte croissance démographique sur les 10 dernières années. Et ça, c'est un élément important aussi, voilà, dans tous les projets qui ont été menés. Cette croissance démographique était un aspect important dans tous ces travaux. Donc la médiathèque a fait partie du réseau des bibliothèques de Toulouse Métropole, donc avec une charte de lecture publique qui a été signée récemment, donc la version 2, puisqu'il y avait une autre version par le passé. Et on est évidemment intégré au réseau de la médiathèque départementale de la Haute-Garonne. Et la bibliothèque, donc vous voyez sur l'image, c'est un bâtiment qui est implanté en fait qui regroupe plusieurs services culturels de la direction des affaires culturelles. Donc ce bâtiment s'appelle le Quai des Arts et la médiathèque, c'est la partie droite du bâtiment que vous voyez sur la photo. Ce bâtiment, donc le Quai des Arts, il regroupe, comme je vous disais, tous les services de la direction des affaires culturelles. Donc on y trouve un conservatoire d'enseignement artistique, donc musique, danse, arts plastiques et théâtre. Donc ça représente à peu près 25 enseignants dans la structure. On a également un service programmation et arts visuels avec une dominante sur les arts visuels au moment où le bâtiment a été construit. Donc, on a 200 mètres carrés de zones dédiées aux expositions et à la création artistique. La médiathèque, donc comme je vous disais, que vous voyez sur la partie droite du bâtiment qui fait à peu près 1500 mètres carrés. Et dans les services aussi culturels qui sont proposés à Cugnot, on a un service de communication et accueil, et enfin une mission de coordination de l'offre EAC, donc sur 100% EAC. Et donc on a cette mission de coordination à laquelle participe aussi évidemment la bibliothèque. Donc je voulais vous partager quelques chiffres avant de rentrer dans les gros projets. Voilà, sur les dernières statistiques de 2025. Donc aujourd'hui, la médiathèque, c'est 10 agents. On a 9,5 ETP. On a 1500 mètres carrés, comme je vous disais, sur 4 niveaux de bibliothèque. Mais ensuite, on a une zone de 200 mètres carrés qui est mutualisée entre nos services. Donc, qui est une zone vraiment qui est la porte d'entrée en fait dans le bâtiment et qui a son importance aussi dans les projets que je vais vous présenter. On est sur une amplitude horaire de 24 heures du mardi au samedi et cette zone mutualisée a permis d'élargir les horaires à hauteur de 10 heures en plus avec un projet donc de déménagement d'une partie des collections de la bibliothèque dans cette zone. Et donc, ça nous a permis aussi d'élargir un petit peu l'accès aux services, en tout cas une certaine partie des services de la bibliothèque. Et dans cette zone, on retrouve donc les collections en art qui sont mises face au centre d'art, justement. Euh, on retrouve le kiosque à journaux en consultation sur place et les boîtes à troc que vous connaissez bien, qui sont présentes dans beaucoup de nos structures de lecture publique. Aujourd'hui, c'est plus de
3000 inscrits actifs. Donc là, on a comptabilisé à peu près 2500, 2955 signalés. Donc on est à peu près à 14. On note aussi une grosse propension d'inscrits qui habitent dans d'autres communes. Et donc là, si on prend le total des inscrits actifs, ramené à la population cunalaise, on est plutôt autour des 15 à 15% de la population. Au niveau des documents, donc on en a 33 000 et on est à peu près à 94 000 prêts par an. Voilà, uniquement sur les prêts, pas sans compter les retours. Et sur les derniers comptages nationaux, donc auxquels on a participé, sur une semaine en novembre, on était à peu près à 1064 personnes en une semaine, en comptant aussi les accueils de groupe. Et donc là, on parle uniquement des fréquentations de la bibliothèque et pas du bâtiment Quai des Arts dans son ensemble. Je vous partage aussi quelques informations sur le fonctionnement actuel. Alors, on a des fonctionnements assez classiques avec cette question de la gratuité aussi. Donc, l'inscription chez nous est gratuite sur simple présentation d'une pièce d'identité. On demande parfois de remplir un formulaire pour les enfants mineurs pour leur permettre d'autoriser les postes informatiques et voilà, qui doit être signé par les représentants légaux ou les parents. Et au renouvellement des inscriptions, on fait une simple mise à jour des données personnelles en direct avec les usagers. Donc, on n'est pas, une fois que l'usager est inscrit et a fait ses démarches, on est simplement dans de l'échange oral avec les usagers et on ne demande pas de représenter d'autres pièces justificatives aux usagers. Et voilà, donc quelques informations aussi sur les quotas et les durées de prêt. Donc, on a 10 documents, tous supports confondus, qui sont empruntables, 2 nouveautés maximum, 2 jeux vidéo maximum. Je vous en parlerai puisqu'on a aussi des supports jeux vidéo. Une durée de prêt assez classique, hein, d'un mois avec prolongation de 2 semaines possible. On pratique les quotas illimités durant les vacances estivales et on élargit durant cette période les prêts à 2 mois. Par ailleurs, donc l'inscription, elle donne accès gratuitement aux plateformes MABM, donc est la plateforme des bibliothèques de Toulouse Métropole, donc plateforme de ressources numériques, et la plateforme de ressources numériques de la médiathèque départementale. L'inscription, pour finir, bah, elle permet aussi de manière assez classique, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de bibliothèques aussi, hein, voilà, d'accéder aux postes informatiques 1 heure par jour avec des facilitations aussi à ce niveau-là. On prolonge, on peut rajouter du temps selon les besoins des habitants et selon s'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent utiliser ces postes-là. Alors, comme je vous disais, moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous présenter effectivement à la fois le projet de gratuité, parce que c'est celui pour lequel on m'a proposé d'intervenir, mais sur les retombées de ce projet, ça me semblait intéressant de vous partager aussi le fait qu'il y avait 2 autres gros projets d'envergure qui ont suivi ce projet de gratuité, à savoir un projet d'extension des horaires d'ouverture, qui a été soutenu par la dotation générale de décentralisation et pareil, sur un projet de réaménagement des espaces, puisqu'entre 2020 et 2025, l'ensemble de ces projets de la gratuité, voilà, se sont enchaînés en fait les uns après les autres et ont été menés un petit peu en parallèle au niveau de la structure. Concernant le projet de réaménagement, c'était un gros projet aussi qui a fait l'objet d'acquisition de matériel, d'acquisition de mobilier. On est allé aussi sur de l'acquisition de collections pour créer des nouveaux fonds sur les supports DVD, jeux vidéo et venir diversifier un petit peu les collections. Sur des fonds aussi de jeux de société. Et tout ça aussi, voilà, soutenu par la DGD et par le département de la Haute-Garonne aussi sur la partie mobilier, sur la partie mobilier. Donc les retombées qui étaient attendues là sur ces projets-là, sur ces 3 grands projets, ça a été voilà, d'aller mesurer l'impact de ces projets sur le taux des inscrits à la médiathèque et sa fréquentation, hein. C'est un des objectifs principaux était là. Voilà, d'avoir un taux d'emprunt aussi en augmentation, de pouvoir diversifier les publics, faire en sorte aussi d'avoir ben voilà, une qualité de service qui est en cohérence avec le rythme de vie des habitants de la commune. Donc là, on est plus sur le projet extension horaire. Et puis un enjeu voilà, sur l'appropriation du bâtiment, j'y reviendrai un peu plus, par les habitants et par le développement de pratiques aussi de temps passé sur place. Donc, voilà, c'est un peu les retombées qui étaient attendues au niveau de ces 3 gros projets.
Donc, au niveau du projet de gratuité, donc c'est donc le bâtiment, pour vous donner un peu plus d'historique, hein, c'est un bâtiment qui a été inauguré en 2015, donc avec un déménagement de l'ancienne bibliothèque dans cette nouvelle structure. C'est une inauguration qui s'est faite un petit peu en demi-teinte, dans le sens où il y a eu la construction donc, de ce gros bâtiment que vous avez pu voir en photo. Et cette ouverture s'est faite sans programmation de mobilier nouveau dans les espaces. Donc, il y a eu un déménagement de l'ancien mobilier dans la nouvelle bibliothèque. Et donc, il y avait voilà, cette ouverture qui s'est faite, mais avec un bâtiment assez audacieux, on va dire, mais sans forcément de programmation à l'intérieur du bâtiment, de programmation sur la mise en scène des collections, sur les espaces. Voilà, donc ça a été un gros sujet aussi au niveau de l'ouverture du bâtiment. Et en 2016, voilà, il y a eu une instauration en fait d'une tarification différenciée qui a fait chuter en fait le nombre d'inscrits de 18% à peu près. Donc avec une inscription qui était toujours gratuite pour les moins de 18 ans, mais qui est venue vraiment faire une grosse perte sur les publics adultes à la bibliothèque. Donc initialement dans l'ancienne bibliothèque, les publics adultes, ça représentait à peu près 72% des inscrits et ces publics-là sont passés à 45%. Donc, il y a eu des effets quand même assez forts et assez mesurables de l'instauration de cette tarification différenciée au niveau de la commune. Donc, ça a été un petit peu le point de départ pour voilà, les collègues qui étaient responsables de l'établissement et de la bibliothèque à cette époque-là. Donc, je ne vous ai pas précisé, moi, je suis responsable de la bibliothèque depuis 2023, donc je suis arrivée bien après ce projet. Et donc, ça a été le premier constat déjà aussi de dire, voilà, on a quand même une chute du nombre d'inscrits. Est-ce que ce serait pas le moment de réfléchir à cette question de la gratuité? Donc, ce qui a été fait en 2020, c'était de constater effectivement au niveau, bah, déjà, pour parler de gratuité et pour aller argumenter aussi et aller argumenter en faveur de cette gratuité, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on part de critères économiques. On va regarder en général les recettes qui sont liées à l'inscription des publics. Et ces recettes-là, elles donnent un petit peu un aperçu voilà, du pourcentage que ça représente par rapport au budget de fonctionnement de l'établissement. De mémoire, sur Cuneo, les recettes qui étaient liées à l'inscription, elles avoisinaient, je crois, c'était à peu près moins de 8 000 € par an. Donc ça représentait peu près peut-être 2% du budget de fonctionnement de la structure dans son ensemble. Et ensuite, ce qui a été fait, c'était d'aller voir les frais de gestion de la régie. Donc là, c'est-à-dire le temps qu'on passe en fait à encaisser les inscriptions et on le met en regard finalement du coût des personnels qui sont concernés par la mission d'encaissement et du nombre d'heures qui passent aussi à cette mission-là. Et quand on rapporte, voilà, quand on rapporte ce critère économique à ces coûts et ces frais de gestion de la régie, souvent on se rend compte que les recettes nettes derrière, elles apparaissent assez marginales en fait par rapport aux dépenses courantes de l'établissement. Donc ça, c'est des schémas assez classiques qu'on retrouve beaucoup voilà, dans notre littérature professionnelle. Ce constat, il a été vraiment établi sur une base assez classique pour valoriser et justifier, légitimer le choix de la gratuité. Il y avait un dernier constat aussi, c'était la question de l'accaparement du personnel qui encaisse, parce qu'on se rend compte en fait très vite que prendre le temps d'examiner des pièces justificatives, donc des justificatifs de domicile, le temps d'encaisser, de remettre un reçu, en fait, c'est du temps qui est perdu par les agents pour pouvoir vraiment accueillir les usagers, leur présenter les services. Et puis aussi, ça peut mettre en difficulté parce qu'on finalement, ça se fait aussi au détriment d'une certaine forme de confidentialité vis-à-vis des usagers, puisqu'on a accès à un certain nombre d'informations très personnelles, en fait, les concernant quand on demande les pièces justificatives. Voilà, ce constat-là, il est encore plus important dans des structures où on a des petites équipes, en fait, parce que voilà, quand on a des petites équipes, au niveau de l'accueil en général, on fait tout. C'est-à-dire, on fait les prêts, les retours, les inscriptions en même temps, on gère les réservations, on présente les services. Donc finalement, ce temps, c'est un temps toujours gagné pour prendre vraiment le temps voilà,
présenter des services aux usagers plus que d'aller examiner des pièces justificatives. Donc, ce qui a été voilà, le pari qui a été mené, c'est le même un peu partout dans nos structures, hein, quand on milite pour la gratuité. C'est de dire que le pari de la gratuité, c'est de venir faire baisser les coûts par usager de la structure en augmentant le nombre d'inscrits parce qu'on lève un certain nombre de freins à l'inscription et on part du principe que l'inscription payante représente un frein quand même pour une certaine partie de la population et qu'on vient faire baisser donc du coup les coûts par usager en augmentant le nombre d'usagers inscrits à la bibliothèque. Et puis pour les élus aussi, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi une manière pour eux de venir montrer symboliquement que pour eux, quand ils votent la gratuité, c'est aussi montrer que l'accès à la culture pour tous, c'est une priorité en fait, voilà, de service public aussi. Alors avant de vous partager quelques retombées hein, qu'on a eues par rapport à la gratuité et au projet, je voulais quand même vous parler un petit peu des deux autres gros projets qui ont été les nôtres sur ces dernières années. Le projet d'extension des horaires d'ouverture, donc c'est un projet qui a été mené avec dans l'idée de passer de 1205 heures d'ouverture annuelle à 1539 heures. Donc ça a été l'occasion d'augmenter l'accès en fait aux collections en art, kiosques à journaux et alors, j'ai l'impression que ma slide est un petit peu coupée, je m'en excuse. Donc, l'idée derrière le projet d'extension, donc, c'était d'augmenter le nombre d'heures d'ouverture de la bibliothèque, à la fois sur les horaires d'ouverture tout public, avec un accès total au service de la bibliothèque, mais d'augmenter aussi un accès à certains services au niveau de la zone mutualisée dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a une zone mutualisée qui est très fréquentée aussi par les habitants qui participent et qui sont inscrits au conservatoire. Donc, il y avait un enjeu aussi au niveau de cette zone. Donc, je ne vais pas m'étendre sur tout, pour respecter un peu le temps de parole, je ne vais pas m'étendre sur tout le projet. Mais en tout cas, c'est un projet qui a aussi eu un gros impact sur la fréquentation du bâtiment. Donc, au niveau du réaménagement, pareil, gros projet de réaménagement avec le constat que je vous ai partagé tout à l'heure sur l'absence finalement de programmation de mobilier au moment de l'ouverture en 2015. Donc, il y avait un gros travail à faire sur réchauffer les espaces parce qu'on a un bâtiment donc, qui est très bétonné, qui est très lumineux mais très bétonné, qui s'étend quand même sur 4 étages avec 1500 mètres carrés. Donc, il y avait un besoin ici de réévaluer le mobilier qui était installé, de commander du nouveau mobilier pour anticiper les futures collections qui allaient être accueillies et les futures acquisitions. Derrière, on avait aussi tout ce travail sur la requalification des espaces. Donc là, comme je vous disais, pour accueillir les nouvelles collections et puis travailler une nouvelle façon de mettre en scène aussi les collections sur les différents secteurs de la bibliothèque. Et le projet de réaménagement, c'était aussi une manière de travailler sur les ambiances et de vraiment mettre en place du mobilier de confort. Donc là, pour aller sur l'esprit un peu qu'on vend aussi aujourd'hui sur le côté tiers-lieu comme à la maison et de créer des zones un peu plus cosy, de créer des salons et de mettre en place une signalétique aussi derrière qui soit un peu plus claire pour identifier et définir les espaces qui ont été créés. Et donc ça, tout ce travail-là de réaménagement, donc on l'a fait avec une entreprise spécialisée pour le mobilier de bibliothèque, mais également avec un collectif au niveau de la région toulousaine qui s'appelle le collectif Bac Élite et qui travaille notamment à faire de la poétisation des espaces et à aller travailler voilà, des matériaux un peu de récupération pour créer des zones un petit peu atypiques dans des lieux culturels. Donc, pour vous partager un petit peu les retombées positives qu'on a identifiées là sur la gratuité, c'est des retombées qui sont assez, je pense qu'ils sont partagés par tous les établissements de lecture publique qui sont passés à la gratuité. Donc, au niveau de Cuneo, pour vous rappeler, c'est vraiment une gratuité totale qui a été mise en place. Donc, une gratuité pour les Cunialais, mais aussi les extérieurs à la ville de Cuneo. Et donc, il y a eu effectivement des retombées positives à la fois pour les publics et à la fois pour l'équipe et pour les agents qui travaillent à la médiathèque.
Donc pour les publics, ça a été vraiment d'aller renforcer ce caractère de traitement égal, en fait, hein, quelle que soit la situation de vie des usagers, de pouvoir voilà, avoir une égalité en fait, d'accès aux services et de faciliter cet accès par la gratuité. Les usagers, ça leur permet aussi d'avoir une inscription simplifiée, c'est-à-dire que de venir présenter sa pièce d'identité, c'est plus facile que d'avoir à présenter un justificatif de domicile parce que finalement, les gens vont venir se renseigner sur les conditions d'inscription. Et puis, ben, quand on leur demande un justificatif de domicile, pour certains, ben, ils ressortent pour aller revenir un autre jour ou ne pas revenir du fait de cette demande de justificatif de domicile aussi d'autres pièces justificatives pour justifier un tarif, voilà, une tarification différenciée. Nous, ce qui nous a paru intéressant aussi, c'est que ça donnait assuré aux habitants du bassin de vie la possibilité de s'inscrire dans plusieurs bibliothèques. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui a été assez parlant pour nous, puisque on a eu une augmentation forcément des usagers extérieurs à la ville de Cugnaux qui se sont inscrits. Et derrière, ça nous a permis d'identifier via le SIGB les communes en fait du bassin de vie qui étaient les plus fréquentantes en dehors de la ville de Cugnaux. Voilà, donc là, ça a permis d'identifier en fait des logiques de bassin de vie qu'on pouvait peut-être moins identifier au moment de quand on était sur des tarifs différenciés en termes de tarification. Ça permet au public aussi voilà, au public qui est reçu dans le cadre de visites de groupe de recevoir une carte de bibliothèque à l'issue de la visite. Donc là aussi, c'est venu faciliter le travail puisque dès qu'on reçoit un groupe, que ce soit avec le pôle social ou avec d'autres structures de la ville, qui viennent visiter la bibliothèque pour que voilà, des groupes, un certain nombre de personnes puissent connaître nos services et se sentir légitimes de passer les portes du bâtiment. Ça nous permet à nous finalement d'anticiper, de préparer des cartes et de faire en sorte que l'ensemble des membres du groupe qui ont visité la bibliothèque repartent en fait avec leur carte de bibliothèque. Et sur cet aspect-là, on a eu beaucoup voilà, de personnes qui sont revenues au moins une fois, en tout cas dans l'année, qui est moins le cas si on fait une visite de groupe et qu'on invite les personnes à revenir une prochaine fois pour s'inscrire à la bibliothèque. Du côté des équipes, donc un petit retour aussi qui est quand même assez important. Ça a été un gain de temps pour assurer les inscriptions. En allégeant là, le traitement des données, on gagne du temps et on gagne du temps sur le fait de pouvoir vraiment décrire les services, accueillir les usagers, leur présenter tous les aspects de notre programmation, leur donner envie voilà, de venir passer du temps sur place et puis de vraiment rentrer dans le vif du sujet des services qu'on propose et donc d'avoir la possibilité de faire une présentation un peu plus exhaustive en fait de tout ce qu'ils vont pouvoir trouver et d'adapter notre discours aussi en fonction des usagers qu'on a en face de nous et de l'âge des usagers qu'on a en face de nous pour leur proposer et les orienter vers, voilà, vers les services de la bibliothèque qui pourraient les intéresser. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est que bah, il y a toutes ces retombées donc, qui sont positives au niveau de la gratuité et de nos projets donc, de réaménagement et d'extension d'horaires. Et aujourd'hui, on a quand même toujours des questionnements qui sont là. On a encore des questionnements beaucoup sur le système des relances en l'absence d'amende parce que au niveau de la bibliothèque, on ne pratique pas de système d'amende. Donc, on a un système de relance, on a un règlement intérieur avec une demande de rachat des documents s'ils sont abîmés ou perdus, ou avec une somme forfaitaire sur, voilà, sur les DVD ou les jeux vidéo. Mais on reste encore un petit peu avec beaucoup de questions sur le système des relances. Parce que ça prend aussi du temps en fait hein, de rappeler les usagers. Donc voilà, ça c'est une grosse question encore en suspens pour nous, qu'on est en train de travailler. Euh, on a aussi la question de l'utilité des cartes des usagers pour accéder au service, qui est une grosse question qu'on se pose aujourd'hui et qui est encore voilà, en partage. On essaie de réfléchir un petit peu à comment faciliter aussi cette question au niveau des cartes usagées, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui oublient beaucoup leurs cartes. En la rendant obligatoire, on ne facilite pas non plus l'accès au service. Donc, voilà, comment on arrive à faire cohabiter les usagers qui oublient leur carte avec les usagers qui ont leur carte et nous, à l'accueil, comment on gère aussi ces questions-là pour essayer de ne pas refuser le service aux usagers qui auraient oublié leur carte.
On se pose aussi encore beaucoup de questions sur la gestion des règles de prêt et des prolongations des prêts. Et enfin, une autre question qui nous anime aussi, c'est à laquelle on n'a pas de réponse claire aujourd'hui, même si on a une petite idée, on a quand même une petite idée de nos avis, c'est l'intérêt de demander ou non la catégorie socio-professionnelle à l'inscription. Voilà, c'est un sujet qui fait encore débat au niveau de l'équipe et qui est assez intéressant aussi puisque en demandant la catégorie socio-professionnelle à l'inscription, on a accès à un certain nombre aussi de statistiques derrière pour mieux analyser les usagers qui fréquentent la bibliothèque. Et en même temps, ça peut être aussi un frein qu'on avait levé avec la gratuité et puis finalement continuer de demander la catégorie socio-professionnelle aux usagers peut représenter un frein aussi pour un certain nombre de personnes qui pourraient être gênées de dire leur situation socio-professionnelle au moment de l'inscription. Et là aussi, ça pose des questions de confidentialité puisque voilà, tous les échanges se font à l'oral. Alors, je voulais vous partager quand même quelques chiffres un peu plus précis. Là, je vous ai fait une analyse un petit peu qualitative sur l'ensemble de ces projets. Donc, n'hésitez pas au moment des questions à poser des questions car je suis allée un petit peu vite aussi hein, pour vous donner voilà, un aperçu un peu général de ce qui nous a animés sur ces dernières années. Donc, ce qui a été assez important au niveau de la gratuité, c'était une augmentation vraiment du nombre d'inscrits qui a été enfin, qui est vraiment édifiante. Donc, on a eu plus 125% d'inscrits entre 2020 et 2021. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons, pas uniquement la gratuité, mais il y a eu quand même un regain de fréquentation du bâtiment au moment du vote de la gratuité totale. En refaisant le calcul, entre 2021 et 2025, on est à peu près à 33% d'inscrits à la hausse. Ça nous a aussi permis de constater qu'on avait multiplié par deux les cartes collectivités. Donc là, les cartes des structures. Donc plus de structures qui s'inscrivent, donc plus de partenaires là, qui viennent travailler avec nous. Et une augmentation assez forte aussi sur les prêts, donc plus 32% de prêts entre 2021 et 2025. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, qui était assez intéressant, c'était cette question du bassin de vie. Donc au niveau de Toulouse Métropole, on a commencé à réfléchir à ces questions de bassin de vie. Donc nous, on est le bassin de vie secteur sud au niveau de Cugnaux. Et la gratuité, elle est vraiment venue renforcer l'inscription de résidents d'autres communes. Et ça nous a permis vraiment d'identifier les communes qui fréquentaient, les usagers d'autres communes qui fréquentaient le Quai des Arts et de voir un petit peu les logiques de bassin de vie qui existent, qui existent en fait et auxquelles on n'avait pas accès finalement au moment de la tarification différenciée. Donc ça a vraiment été un gain. Et puis nous, ça nous offre aussi voilà, des perspectives de travail en coopération avec les autres bibliothèques du secteur et de pouvoir se mettre autour de la table aussi et de travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on peut monter ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour continuer de travailler la facilitation de l'accès à nos structures de lecture publique. Voilà, donc finalement, si je vais finir là-dessus, mais c'est pour ça que ça me paraissait intéressant de vous partager et la gratuité et les autres projets. C'est que toutes ces augmentations-là et ces retours qualitatifs positifs à notre niveau, ils ont été à la fois liés à la gratuité, mais ils sont liés aussi bon, bah, au retour après la période Covid aussi qu'on a tous connu dans nos structures de lecture publique. C'est lié à l'effet de l'extension des horaires d'ouverture, où là, c'est venu adapter les services au rythme de vie des habitants. C'est lié aussi à la croissance démographique qu'il y a eu sur le territoire, puisqu'on a, voilà, comme je vous disais, une grosse croissance démographique. Ça implique aussi une augmentation des inscrits actifs dans les bibliothèques. Voilà. Et puis après, tout un travail sur la communication, la programmation, la communication au niveau du réaménagement aussi, avec une identité visuelle. Et puis, toute cette question d'actualisation des collections, leur diversification et voilà, le choix de mobilier, la requalification des espaces. Donc, c'est tous ces aspects-là qui font que on a, en tout cas sur ces dernières années, réussi
à acquérir un certain nombre d'inscrits actifs et de continuer cette diversification des publics. Merci beaucoup, Lucille, de ton exposé à la fois très clair et à la fois très convaincant sur la gratuité, oui, mais pas que, la facilité d'inscription, tout simplement, permet de fidéliser ou en tout cas de rendre plus facile cet acte premier d'inscription. Alors, il y a eu des questions, mais il y a eu aussi un témoignage de Damien Crouvesier qui travaille à Pompertusa, qui, a mis en place aussi, la gratuité. Je vais pas lire tout ce qu'il a dit parce qu'il est déjà 11h40 et du coup, je vais plutôt me concentrer sur les questions. Il y a Renaud qui te demandait si les UG sont quand même inscrits, même si c'est gratuit, et je crois que tu as répondu à la question. Création de poste pour mettre en place les nouveaux horaires? Alors oui, on a eu une création de poste, oui, on a eu le recrutement d'un assistant de conservation sur cette période-là. Après, en termes d'effectifs, la médiathèque a pas forcément, on a gagné quand même en effectifs, mais on est toujours, voilà, on gagne en effectifs, mais on est toujours un petit peu sur la crête, c'est-à-dire qu'il y a des années, si on a un départ à la retraite, on va avoir un remplacement, mais peut-être un poste qui sera pas remplacé. Mais là, aujourd'hui, on a réussi à stabiliser quand même un petit peu, l'équipe et les effectifs. Après, on reste quand même un petit peu, on va dire, en sous-effectif structurel par rapport au bâtiment, dans la mesure où on a 4 étages. Et donc, ouvrir la bibliothèque, ça nécessite initialement 5 personnes pour pouvoir surveiller en fait à l'ensemble des espaces aussi qui ont été réaménagés. Et donc, aujourd'hui, on le fait, on y arrive, mais on est encore un petit peu sur la brèche là-dessus en termes d'effectifs. Il y a une question de Christine Coulardeau. Comment faites-vous avec les usagers qui ne restituent pas les ouvrages pour les facturer si vous ne demandez pas de justificatif de domicile? Oui, alors on ne demande pas de justificatif de domicile. Par contre, au niveau du SIGB, on est vraiment, voilà, on a les adresses des usagers. Et ça, c'est une question intéressante parce qu'on pourrait se dire les personnes vont donner de fausses adresses ou de mauvaises données personnelles ou de fausses données personnelles. C'est très, très à la marge en réalité. Et les gens, quand ils s'inscrivent, malgré le fait qu'on ne demande pas de justificatif de domicile, on voit que enfin, c'est pas un sujet où on a l'impression d'avoir de la fraude, en tout cas. Ça peut arriver, mais ça, à mon avis, c'est tellement à la marge que c'est pas. Donc, on Oui, a quand même les adresses pour répondre à la question dans la fiche d'inscription sur le SIGB. et on peut aussi avoir des éléments qui justifient notre adresse sans qui ne sont pas officiellement des justificatifs de domicile aussi. Oui, tout à fait. Proposez-vous des formulaires d'inscription papier ou tout se fait à l'oral? Alors, on a ce papier pour les représentants légaux quand il y a l'inscription d'enfants mineurs. Mais sinon, pour l'instant, non. On est en train de réfléchir à de la préinscription en ligne. Mais pour le moment, on n'a pas réuni, voilà, on n'a pas encore réuni toutes les informations techniques pour le mettre en place avec notre SIGB et le portail, mais c'est en questionnement aujourd'hui. Mais sinon, tout se fait chez nous, tout se fait en fait à l'oral, se fait directement sur place. Et je note aussi qu'à Haute-Rive, il y a une solution de carte par famille et pas par personne, voilà, qui permet aussi de simplifier peut-être le nombre d'inscrits. Et du coup, la dernière question, comment se passe l'inscription des groupes, la durée des prêts et les quantités? Alors pour les groupes, on a des services. Donc pour les groupes, j'imagine que la question ça porte sur les structures, sur les cartes collectivités. Est-ce que c'est Oui, ça là? les Est-ce que ça écoles, porte sur ces questions-là? pour les Donc sur les écoles. écoles, oui. Donc oui, on a des quotas de prêt. Effectivement, je l'ai pas mis dans les slides. On a des quotas de prêt spécifiques pour les écoles et pour les structures. Donc là, c'était très clair au niveau de l'espace jeunesse. On a harmonisé cette année un petit peu au niveau du pôle adulte aussi, parce que c'était pas les mêmes quotas qui étaient pratiqués. Donc on a essayé un petit peu d'harmoniser. Et sur les quotas de prêt, donc pour ces structures, on est plutôt à 35 documents, voilà, en simultané. Et au niveau de Cuneo, on a mis en place, alors on a un petit peu on a un petit peu copié les BDP, mais on a mis en place un système de valises pour prêter des valises thématiques. Donc ça, c'est plutôt au niveau de l'espace jeunesse. Voilà, et ça fonctionne très bien.
Très bien. Bon, bah, Lucille, je te remercie beaucoup. On va passer à l'intervenante suivante avec Marion Mossan des bibliothèques de Nîmes. Donc, on a un peu dépassé au niveau du temps, donc peut-être qu'on dépassera aussi un peu au-delà de midi, si je, enfin, je m'en excuse par avance, mais je pense que l'intervention de Marion vaut la peine de dépasser de 10 minutes. Du coup, merci encore. Donc, merci à Mélanie de m'avoir invité, enfin d'avoir invité les bibliothèques de Nîmes à participer à ce temps d'échange. Alors, au départ, moi, je devais intervenir plutôt sur la présentation d'un guide du lecteur simplifié qu'on a mis en place à partir de 2024. Et puis, en discutant effectivement avec Lucille, on s'est rendu compte qu'on avait quelques sujets communs dans notre réflexion sur l'accessibilité de la bibliothèque, sur la manière dont on facilite l'accès, notamment pour les publics qui sont les plus éloignés. Donc moi, je vais vous parler de guide de lecteur, d'accessibilité financière, du portail, de notre nouveau portail, parce qu'il y avait un gros travail sur l'accessibilité qui a été fait, et aussi de quotas de prix. Donc, juste pour vous situer le contexte, les bibliothèques de Nîmes, donc c'est quatre structures en dur, carré d'art, tête de réseau, la médiathèque Marc Bernard sur le QPV Pisin-Val-de-Gour, la ludomédiathèque Jean d'Ormesson sur le QPV Mas-de-Marne à l'est, la bibliothèque Serre-Cavalier au sein du CHU et du centre de gérotologie du même nom, et le Médiabus. Et pour vous donner quelques chiffres à l'échelle du réseau, mais si vous voulez des détails plus par structure, voilà, je pourrais vous transmettre quelques infos de notre rapport d'activité. On est à 11 300 inscrits en 2025. Nous allons en reparler parce que c'est tout petit, tout petit. 530 000 entrées cumulées pour l'ensemble du réseau. Ah, on s'approche du demi-million de prêts. On a 476 000 documents, donc 395 000 qui sont empruntables parce on a aussi des documents patrimoniaux puisque nous sommes une bibliothèque municipale classée. On accueille environ entre 29 000 et 30 000 personnes dans le cadre des actions culturelles et 272 classes pour ce qui est des accueils du public scolaire. Voilà pour vous dresser en gros le portrait de notre réseau. Et pour parler cette fois du territoire, alors Nîmes, c'est un territoire, pour le décrire rapidement, pauvre, avec une part importante de la population en situation de fragilité économique et sociale, éloignée de la culture et des bibliothèques. 11 300 inscrits sur 150 000 et un peu plus habitants, c'est 8% de la population nîmoise. Donc c'est très, très en dessous de la moyenne nationale. Alors, bon, ça s'explique par effectivement une part importante de la population ou pas des diplômés. On a quand même un quart de notre population qui n'a aucun diplôme, une population très en difficulté, avec des taux de pauvreté faramineux, notamment sur les quartiers prioritaires de la ville. Bref, l'enjeu de l'accessibilité, de l'accueil et de comment est-ce qu'on facilite l'accès à ces institutions publiques que sont les bibliothèques, bah forcément pour nous, ça a une importance particulière. Et c'est de fait un axe structurant de notre projet scientifique et culturel. Alors, pour ce qui est oh, pardon. Pour ce qui est des actions à destination des publics empêchés et éloignés, on a bien sûr tout un programme d'action, bon, le classique de la bibliothèque, les visites en maison d'arrêt, 2 fois par mois pour les personnes sous main de justice, les desserts de maisons de retraite pour les personnes âgées, notamment dépendantes, tout un programme d'accueil pour les personnes en situation de handicap, donc plutôt des accueils de groupe sur mesure dans les bibliothèques et parfois hors les murs. Une programmation d'ateliers de conversation et d'ateliers à mots découverts, un fond facile à lire pour les personnes, les publics allophones et ou en situation d'illettrisme, et puis un gros volet sur la petite enfance qui se destine notamment aux parents de très jeunes enfants éloignés des bibliothèques ou en situation de vulnérabilité. On s'inscrit dans les programmes du contrat de ville, première page et des livres à sous. On a aussi, en dehors donc, de ces programmes d'action, la question de l'accueil, c'est vraiment un enjeu pour nous
en termes d'organisation, c'est vraiment un point sur lequel les bibliothèques de Nîmes ont beaucoup investi depuis une dizaine d'années. On a notamment donc tous les bibliothécaires qui ont reçu une formation de base sur l'accueil au moment pardon, de la requalification de carré d'art entre 2016 et 2018. On a un groupe de travail réseau qui se réunit régulièrement pour mettre à jour, améliorer les procédures d'accueil, qui a notamment rédigé un guide des bonnes pratiques d'accueil pour outiller de la même manière tous les professionnels du réseau de lecture publique nîmois. Et sur Carré d'Art, on a eu la chance d'avoir un poste dédié à la diversification des publics pour le secteur du centre-ville en 2018. On a une personne dont la mission est vraiment de coordonner les actions de la bibliothèque et de faciliter la montée en compétence des agents pour accueillir mieux les publics les plus éloignés et les plus vulnérables. Puis une deuxième gros volet de sa mission, c'est justement de tisser tout ce partenariat sur le secteur du centre-ville où c'était moins développé que dans les bibliothèques de quartier avec les acteurs institutionnels et associatifs pour voilà, rendre la bibliothèque facile d'accès au plus grand nombre. Alors, nous, on a particulièrement, c'est rigolo, un peu sur la même période, on a particulièrement travaillé sur 4 sujets au cours des 3-4 dernières années. La simplification des conditions de prêt, la gratuité d'inscription pour les étudiants, donc la question de l'accessibilité financière, la mise en service d'un portail des bibliothèques avec une forte dimension, enfin un effort important porté sur la question de l'accessibilité, et la rédaction d'un guide du lecteur simplifié. Donc c'est en ce cas de projet que je vais vous présenter rapidement. J'ai pas trop d'études d'impact à vous communiquer. On a un petit travail à faire sur l'évaluation de tous ces dispositifs. Notamment pour le portail des bibliothèques, parce qu'il a été mis en ligne là il y a 2 mois, donc voilà, j'ai encore peu de retours à vous faire sur ce point-là, un petit peu plus sur les conditions de prêt et sur la gratuité d'inscription. Alors, on va commencer par la question de l'accessibilité financière des bibliothèques. Mais oui, je vous ai pas annoncé les trucs dans le bon ordre. Bon, bref, l'accessibilité financière des bibliothèques. Pour les étudiants, bien que la question de la gratuité totale, elle soit apparue dans les programmes des candidats aux dernières élections municipales et ça faisait partie du programme du candidat qui a été élu, donc notre nouveau maire, Monsieur Bouger. Donc, autant vous dire que c'est une question sur laquelle on réfléchit. Mais pour les étudiants, alors pourquoi on s'est posé la question? Eh bien parce qu'on avait un taux d'inscription extraordinairement bas. Pour les étudiants, c'était même pas 1% de notre lectorat, alors qu'on a tout de même un campus, un établissement, exactement comment il s'appelle, c'est un établissement public d'expérimentation, enfin un campus élargi qui est à quelques centaines de mètres de la bibliothèque. Et c'était le public qui avait manifesté le plus de mécontentement sur les conditions d'inscription quand on avait fait une enquête de satisfaction en 2022 sur le sujet. Il faut dire qu'effectivement, les conditions n'auraient été pas spécialement favorables. Alors, chez nous, les conditions d'inscription sont les suivantes. Pour les adultes nîmois, elle est payante, elle coûte entre 3 et 21 euros. C'est fonction du revenu fiscal de référence de la personne. C'est-à-dire que les étudiants qui débarquaient à la bibliothèque pour s'inscrire, pour peu qu'ils soient majeurs, ce qui était quand même le cas de la majorité d'entre eux, ils devaient produire leur dernier avis d'imposition, s'ils sont en plus d'être étudiants salariés, ou celui de leurs parents. Ce qui engendrait des situations un brin complexes, et c'était encore la solution la plus favorable parce que sinon, l'inscription pour les personnes qui ne résident pas, pour les non-nîmois, les adultes non-nîmois, c'est 21 euros pour les résidents de Nîmes Métropole, 42 euros hors Nîmes Métropole. C'était rédhibitoire pour la plupart des étudiants. Cette gratuité, elle a été votée en conseil municipal le 8 février 2025 et mise en application dès le 1er mars. Les arguments qui ont été avancés et qui ont eu gain de cause, c'est déjà la cohérence avec la politique favorisant la jeunesse, les taux pour Nîmes, donc notre taux absolument catastrophique d'inscription et donc
un besoin qui n'était pas satisfait pour les étudiants nîmois. Le bénéfice pour les élèves qui ont choisi des établissements culturels nîmois enfin, des établissements nîmois, pardon, pour se former, et particulièrement l'ESBAN, l'École des Beaux-Arts de Nîmes. Et puis la possibilité de valoriser l'effort financier dans la prochaine convention avec la fac au titre du soutien de la vie étudiante, même si pour être tout à fait honnête, les recettes étaient extrêmement faibles. Les recettes d'inscription étaient très faibles. Alors, on a accompagné évidemment cette gratuité d'une importante campagne de communication par l'action culturelle, par des actions de présentation en direct aux étudiants, en participant à des événements que la fac organise. Dans le cadre, alors les opérations de comptage, pour nous, ça a été un formidable levier de communication aussi, parce qu'on l'a fait en distribuant des tickets à toutes les personnes qui rentraient dans la bibliothèque. Donc, on en a profité pour communiquer sur le sujet. Et de fait, le nombre d'inscriptions étudiantes a doublé entre septembre et mars 25 et mars 2026. On partait de très bas, vous me direz, certes, mais on a quand même doublé. On n'a pas encore tout à fait atteint l'objectif des 1000 étudiants inscrits. Au dernier pointage, là, au mois de mars, on était à 800 et des poussières. Donc, à mon avis, fin avril, début mai, on y sera. Donc voilà, ça, on a plutôt, et on a des retours évidemment extrêmement positifs des étudiants qui en bénéficient. Ça nous a du coup ouvert aussi un chantier qu'on a pour le coup qui n'est pas achevé, nous aussi sur l'efficience de notre système de pénalité. Alors il y a deux études qui ont été menées. Une sur l'efficacité de ce système par la responsable du service accueil à Carré d'Art en avril 2025. Donc actuellement notre système, bon, c'est un système classique, c'est d'abord, blocage carte au bout de 10 jours d'absence. Ensuite, blocage carte plus pénalité financière de 10 euros au bout de 40 jours d'absence. Et au-delà de 130 jours d'absence, c'est les deux blocages plus l'amende de 10 euros. Plus, on demande un dédommagement à hauteur de 50% du prix de chaque document non rendu. Donc, c'est un prix forfaitaire, il y a un barème qui a été calculé. Bon, ce qu'on a observé, c'est que la pénalité monétaire est complètement contre-productive, c'est-à-dire que c'est la double peine. On perd les gens qui ne viennent pas payer et qui du coup ne rendent pas les documents non plus. Par contre, ce qu'on a observé qui marche extrêmement bien, on a la possibilité de le faire que pour les plus de 40 jours de retard, là, quand on s'achemine vers la troisième étape de notre réponse, de notre système de pénalité. Mais on fait des relances téléphoniques pour les usagers qui ont des documents dont le retard est compris entre 50 et 100 jours. Ça marche extraordinairement bien, c'est-à-dire qu'on a un taux de retour de 85% des documents qui sont dans la nature. On évite la fuite des usagers. Alors, ça coûte du temps de travail. C'est 1 à 2 heures de travail par mois qui sont assurées par des bibliothécaires. Ce qu'on a aussi réalisé en complément de cette petite étude-là, c'est une étude sur les différents systèmes de pénalité en vigueur en bibliothèque avec leurs avantages et leurs inconvénients pour nourrir une note qui donc a été rédigée par notre directrice, qui aboutit plutôt à la conclusion suivante, qui plaide en faveur de l'abandon des pénalités financières pour les retards et qui plaide plutôt pour un simple blocage des emprunts et des réservations tant que les documents ne sont pas rendus. Donc la proposition n'a à ce jour pas été soumise à l'arbitrage de la collectivité, mais voilà, c'est notre proposition. Sur la question des quotas de prêt, où là aussi, l'idée, c'était de simplifier un peu. Donc je vous parlais d'une enquête de satisfaction qui a été menée en 2022 auprès des usagers de plus de 15 ans des bibliothèques de Nîmes. Parmi les pistes d'amélioration qui ont été proposées, c'était celle des conditions d'emprunt des documents. Pouvoir emprunter plus et plus longtemps. Alors, notre système actuel, le système qui avait alors en vigueur, c'était un système par type de document. C'est-à-dire, vous pouvez emprunter 6 livres, plus 6 BD, plus 6 DVD documentaires, plus 6 DVD fiction, plus 6 DVD musicaux, plus 6 CD, partitions, revues, enfin, etc., etc. Pour 3 semaines, renouvelables une fois. On n'a pas souhaité élargir la durée d'emprunt des documents parce qu'on avait peur que ça ralentisse trop la rotation en fait des documents. Par contre, on s'est interrogé sur la question de notre quota, qui était effectivement pas extraordinairement facile à communiquer et puis qui était peu efficient, c'est-à-dire celui qui veut pas emprunter de DVD, vous avez beau le brider sur la question des romans, c'est pas pour ça qu'il empruntera des DVD. Et donc, on a testé le prêt illimité pendant 4 périodes en 2023
pendant la semaine des nuits de la lecture, les vacances scolaires d'hiver et de printemps et pendant l'été. Ce qu'on a observé. Alors, ça a démarré timidement, c'est-à-dire que les usagers ne se sont pas rués sur la proposition, mais de fait, au bout de notre 4 périodes de test, les usagers s'étaient emparés du dispositif, pour une partie en tout cas, parce qu'en fait, il y a seulement 12% des usagers qui ont emprunté plus de documents que le quota ne le permettait, qui ont dépassé les 6 documents en simultané sur leur carte. Et pour ceux qui ont dépassé, ça n'a pas été synonyme de boulimie. C'est-à-dire que ceux qui avaient emprunté plus de documents que ceux auxquels ils avaient droit, notamment, normalement, ils avaient 13 documents en prêt sur leur carte en moyenne. Donc, c'était pas la folie. Et on a très, très, très peu d'usagers qui avaient emprunté plus de 20 documents de même type simultanément. Toutes les bibliothèques ont été concernées par cette hausse de prêt. Néanmoins, c'est les bibliothèques de quartier et pas carré d'art qui ont été le plus impactées. Alors, évidemment, nos usagers ont été ravis. On n'a pas fait d'enquête formalisée sur leur retour. C'est les interactions qu'on a eues en service public qui nous permettent, voilà, d'affirmer qu'a priori, ça a plutôt été bien reçu. Par contre, nous, en interne, on s'est retrouvé avec quand même des rayons dépouillés sur certains points de collection et notamment sur les BD, une charge de travail accrue en termes de rangement et une saturation de la boîte des retours à l'issue des périodes de prêt, avec pour effet notable la dégradation des documents et des usagers qui pouvaient plus se servir de la boîte parce que, enfin, juste, ça rentrait plus dedans. Donc, fort de cette expérience, on s'est demandé si vraiment on continuait notre prêt illimité. Alors, il y avait 4 possibilités. Soit on retournait aux conditions de prêt antérieures, soit on maintenait nos conditions de prêt actuelles avec poursuite du prêt illimité voilà, pendant les vacances scolaires ou les nuits de la lecture, soit on généralisait complètement le prêt illimité pour toujours, soit on réfléchissait à une refonte totale de nos conditions de prêt en supprimant notamment le quota par type de document. Et c'est finalement cette solution qui a été adoptée parce que c'était celle qui nous semblait limiter le plus les inconvénients du prêt illimité, qui étaient des rayons dépouillés et une grosse surcharge de travail en termes de rangement, tout en gardant quand même les avantages, c'est-à-dire une offre simplifiée, bien plus lisible pour les usagers. Ça aurait été compliqué en fait de revenir en arrière et dire, bon non, finalement, on reprend nos 6 plus 6 plus 6 plus 6. Alors, donc, on est passé au quota global à 30 documents au mois d'octobre 24. Là aussi, pas d'enquête formalisée, mais des retours oraux plutôt positifs. Ils sont toujours pas boulimiques, nos usagers. Ils sont de manière générale plus emprunteurs que la moyenne nationale. Ils empruntent 44 documents par an et par usager anime. La moyenne nationale, c'est 38. Ce qui n'est pas délirant, ça veut dire en gros 6 documents par carte par mois. Bon. Et la proportion d'usagers qui ont plus de 10 documents en simultané sur leur carte, là aussi, c'est à peine plus de 10% de nos usagers actifs, mais voilà, guère plus. Tous les segments documentaires ne sont pas non plus impactés de la même manière. Les prêts de BD ont fortement augmenté sur cette période entre 23 et 25. On a enregistré plus 10% de prêts. Même chose pour les DVD. Par contre, et de manière complètement contre-intuitive, parce que c'est pas forcément ce qu'on observe, ce qu'on a l'impression d'observer au retour, ça n'a rien fait, par exemple, sur les prêts de CD, où ça continue de s'éroder très lentement, mais ça continue de s'éroder. Le portail, sur cette question toujours de l'accessibilité. Alors, nous étions une des dernières villes de France à ne pas avoir de portail. C'est fait depuis le 2 janvier, pardon, 2026. Un des enjeux, c'était vraiment de proposer aux usagers un haut niveau d'accessibilité et c'est pour ça que le portail, il a été confié à 2 sociétés, une pour la mise en œuvre, l'hébergement, enfin classique, et une société, Wallfox, dont l'expertise porte vraiment sur l'accessibilité, avec l'idée d'atteindre le score le plus élevé possible au référentiel général d'amélioration et d'accessibilité, pour lequel nous aurons donc un audit au mois d'août. Alors, je ne suis pas spécialement spécialiste du sujet, mais je peux vous raconter comment le travail de ces 2 sociétés s'est articulé.
Wallfox, ils ont notamment constitué des entretiens utilisateurs avec des usagers différents pour nourrir le travail de construction du portail ensuite par Archimède. Ce travail de construction de type d'usager, de persona, il a eu lieu à l'automne 24. Les résultats ont été analysés en janvier 25 pour être intégrés au travail d'élaboration de la maquette qui tiennent compte à la fois des contraintes de charte graphique, des contraintes techniques d'Archimède et des contraintes d'accessibilité qui avaient été pointées par Wallfox. Il y a eu une première phase d'audit, ou en tout cas d'expertise, qui a été assurée par Wallfox à partir du mois de septembre 25, une fois que la maquette a été un petit peu élaborée et prête à être mise en test en interne. On a été formé à l'accessibilité du numérique. Alors, un groupe restreint de bibliothécaires d'abord, mais on a été formé à l'accessibilité numérique et notamment à la rédaction au facile à lire, au texte alternatif, aux bonnes pratiques sur le web par la même société pour la mise en ligne du portail qui donc a eu lieu en janvier 26. Donc là, le but, c'est de continuer à tester et à faire tester ce portail pour qu'il soit le plus près possible pour l'audit d'accessibilité qui aurait lieu à l'été 26. Donc là, j'ai pas de retour encore à vous transmettre parce que précisément c'est en cours. Si vous voulez davantage d'informations, vous n'hésitez pas à revenir à m'écrire. Je vous mettrai mon mail en fin de présentation pour que je puisse vous rediriger vers les personnes qui ont vraiment suivi le dossier, qui ont été au pilotage de ce dossier, si vous voulez des informations plus précises sur le sujet. Et donc, je termine avec notre guide du lecteur. Alors, le guide du lecteur, c'est un chantier qui a été repéré comme prioritaire par le groupe de travail accueil de la bibliothèque suite aux remarques nombreuses et insistantes des associations qui accompagnaient des publics éloignés de la lecture en bibliothèque, qui nous faisaient sans arrêt remonter la complexité de notre outil. Et donc, ce qui lui était reproché, c'était qu'il y avait trop d'infos, pas assez d'images, un vocabulaire trop compliqué comme nous on adore en faire en bibliothèque, et beaucoup, beaucoup de mise en page. Je ne sais pas si vous le verrez beaucoup à l'écran, mais en fait il y avait des systèmes les textes en fait étaient posés sur, je ne sais pas comment vous dire, le fond n'était pas uni en fait. Et alors ça pour des gens qui sont en difficulté avec la lecture ou des publics en situation de handicap, le mélange de petits motifs discrets en dessous d'un texte pas facile à lire, c'était la catastrophe. Donc, voilà à quoi on est arrivé 2 ans plus tard quand même. C'était 2 ans, ça a été 2 ans de boulot. Bon, je vais vous l'écrire au fur et à mesure. Alors, pour en arriver là, il nous a fallu 2 ans de boulot. Il nous a surtout fallu l'accompagnement de 4 associations qui justement accompagnent les publics en difficulté avec la lecture et qui étaient vachement plus en avance que nous sur cette question de l'accessibilité. Et puis bien sûr, l'appui de notre direction de la communication qui a réalisé ce guide. Alors, nous, ce qu'on est parti au début en groupe de travail accueil, on a défini ce qu'on voulait. On voulait un seul guide plutôt que deux, parce que c'était pas forcément évident au début qu'on ferait un seul guide pour tout le monde. On se disait, on pourrait aussi envisager de garder notre guide vert là, et puis d'en faire une version allégée, simplifiée pour les publics en difficulté. Bon, on s'est dit non, l'inclusion, c'est pas ça, on en fait un seul. Ce qui pose la question des infos qu'on met pas dans le guide, où est-ce qu'on les met? Ce qui a interrogé en fait la complémentarité avec le portail qui était en cours de création. On a choisi une mise en page en livret A5 facile à transporter et l'organisation suivante. Bienvenue en première page. Ça, c'était vraiment le message qu'on voulait faire passer avant d'expliquer tout notre truc de tarification et de conditions de prêt, etc., etc. On voulait rappeler que l'entrée dans les bibliothèques, il est libre et gratuit, expliquer tout ce qu'on pouvait faire sans la carte, mettre vraiment en fin de livret les infos plus techniques sur les inscriptions, sur les quotas, les choses comme ça. Et ce qu'on voulait mettre au milieu, c'était une carte du réseau des bibliothèques avec des photos et quelques petites infos pour chaque bibliothèque.
On a aussi repéré les infos essentielles dans notre guide du lecteur, ce qui nous semblait vraiment indispensable à mettre dans un guide pour qu'il serve quand même à quelque chose. Et on a tenté de les reformuler de la manière la plus accessible possible. Ce sur quoi on a rapidement buté, parce que le bibliothécaire, par définition, il n'est pas éloigné du livre. Et c'était compliqué pour nous, en fait, de nous mettre dans la peau de quelqu'un, un, qui n'est pas du métier, deux, pour qui voilà, l'accès à la lecture, c'est compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on s'est fait aider par 4 associations du champ social et de l'inclusion. C'est faire, qui accompagne notamment les personnes allophones. L'école de la deuxième chance, qui s'adresse aux jeunes de 16 à 26 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification et donc potentiellement en difficulté avec l'écrit et la lecture. L'AMS Grand Sud, même chose, accompagnement des personnes en situation d'illettrisme et allophones. Et CEMA Guillaumet, cette fois, c'est une association qui accompagne des adultes en situation de handicap mental. Et leur appui a vraiment été déterminant pour la rédaction du guide. Leur regard a permis un décentrement et une meilleure compréhension des besoins des usagers en difficulté avec la lecture. Un truc tout simple, par exemple, pour moi, bibliothécaire, il n'est absolument pas intuitif qu'une liste avec des points, c'est plus simple qu'une phrase avec un verbe, un sujet, un complément, une proposition, des virgules, etc., etc. Et j'ai mis 2 séances de travail avec ces 4 associations pour me défaire de cette habitude-là, parce que moi, précisément, moins il y a de mots, moins c'est clair, alors que pour des publics éloignés de la lecture, et précisément, moins il y a de mots, plus il y a d'images, et plus c'est facile. L'expertise notamment de Dimitri Fieux, qui est éducateur spécialisé au CEMA Guillaumet et qui est formé au facile à lire, à comprendre et à communiquer, a été particulièrement importante. Et comme il nous a même créé des pictogrammes en fait pour notre guide du lecteur, parce que les pictos qu'on utilise les banques de pictos dans lesquelles on avait pioché, celle de Livret Lecture en Bretagne ou celle de la NCT, il n'y avait juste pas tout ce qu'il nous fallait pour décrire les activités qu'on voulait décrire avec des images en bibliothèque. Donc, on a retravaillé avec eux notre cahier des charges. On l'a transmis à la direction de la communication, qui du coup a ajusté ce cahier des charges, parce que si l'idée c'était de faire un truc, un seul guide pour tout le monde, il fallait que ça reste confortable à lire et pas trop austère pour les personnes qui sont pas en difficulté avec la lecture. On a par exemple choisi de grossir la police, mais pas d'aller dans une police 14, qui est normalement la taille minimale pour un document en FALC. Des couleurs contrastées, une mise en page sobre, des pictos aussi souvent que possible et un QR code sur la page de garde pour les personnes notamment en situation de handicap visuel ou allophones, dans l'optique de guide du lecteur traduit. Il nous a fallu 2 maquettes pour arriver au résultat final. Ce qu'on n'a finalement pas gardé aussi, en testant, tout simplement, c'est la carte du réseau, qui était en fait trop peu lisible quand on la mettait à l'intérieur de notre feuillet A5 et qui a été remplacée par des petits feuillets à glisser dans le livret. La mise en page sans aucun décor, c'était un peu austère quand même, donc on a mis 2 images. Et puis on a utilisé quand même un peu de gras pour mettre en avant les infos les plus importantes, et c'est pas tout, ce qui n'est pas tout à fait conforme à la communication FALC. Alors, on n'a pas fait de... Juste je termine. On n'a pas fait d'études sur la manière dont nos publics ont réceptionné le guide du lecteur. Donc, je ne sais pas comment les usagers ont accueilli ce guide. En tout cas, ce que je sais, c'est que les assos avec lesquels on a bossé nous ont dit que, quand même, c'était nettement mieux. Donc, la suite. Pour compléter, il nous manque des plans, des espaces en FALC. Ça, c'est très, très demandé, notamment par le CEMA Guillaumet ou par l'école de la deuxième chance. Et puis, il va falloir quand même qu'on alimente aussi un peu notre portail en contenu. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et vous n'hésitez pas si vous avez besoin de précision. Eh bien, merci J'ai beaucoup. tenu le temps? Oh, à peine. Oh, bon, on a vu 10 minutes de plus, il est 12. Je pense que tout le monde a envie de revoir la slide où tu montres le guide simplifié. Du coup, si Oui, tu peux le repartager, et comme ça, moi, ça me laisse le temps de euh, rebalayer les questions des oui. collègues. Euh, Oh, pardon. Voilà.
Voilà, donc on voit La version télé. 1, la version 2. Oui, je pense que même pour des gens qui ne sont pas en difficulté de lecture, on ne peut que convenir que la deuxième version est plus claire et plus lisible. Bah ouais. Bon, ça veut dire qu'on invite tous ceux qui ont des associations à travailler avec les associations, ce qui permet de renouer les liens. Et si vous n'avez pas le temps, ben, vous pouvez vous inspirer, j'imagine, de ce travail-là, même si je pense que le fait de refaire le travail avec des associations reste très utile aussi pour les partenariats qui peuvent être noués. Du coup, dans les questions, peux-tu nous dire qui vous a formé pour l'accessibilité numérique? Wallfox, Voilà, tu l'avais déjà dit. Mais la on a société qui nous a, qui, en fait, qui a été, qui est en charge de toute la partie accessible pour le marché du portail. C'est cette société qui nous a formés. Bon, il y a des questions sur les associations avec qui tu as travaillé, mais c'est déjà donné. Puis après, les gens, ils veulent même plus poser des questions en direct. C'est juste, je peux avoir son mail. Du coup, C'est à la fin. le mail est noté à la fin de la partie. Et il y a des collègues de l'association Le Livre en Partage à Nîmes voilà, des collègues Nîmes. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous avez tous très faim et la présentation de Marion était de toute façon tellement claire? Alors, peut-on télécharger le guide en PDF sur le portail de la bibliothèque? Ce me semble que oui. Sinon, je vous l'envoie avec plaisir. Mais ce me De, semble que oui. de toute façon, les deux PowerPoint, alors de Lucille et de Marion seront mis en ligne sur notre site dès qu'on aura fait le montage de la vidéo. Et peut-être qu'on pourra mettre aussi ce dépliant à télécharger directement. Oui, bien sûr, je te l'envoie. Comme ça, l'accès sera plus rapide. Alors, Damien Crouvesier de Pontpertusia demande est-ce que cette accessibilité se retrouve à l'intérieur des médiathèques? Alors, moi, je peux parler surtout de Carré d'Art parce que c'est là où j'officie. Carré d'Art, c'est pas un bâti. Toutes les bibliothèques de Nîmes sont accessibles au sens de l'accessibilité physique. Après, Carré d'Art, c'est un bâtiment d'architecte et donc l'accessibilité, c'est pas forcément notre point fort, notamment par exemple sur la question des couleurs. Si vous allez par exemple dans nos ascenseurs, le, les noms des étages, c'est blanc sur fond gris. Ce qui n'est pas ce qui est pas extraordinairement lisible. Toute notre signalétique est écrite en français. C'est un bâtiment qui est complexe parce que comme le quai des Arts, bah, c'est un bâtiment dans lequel il y a plusieurs services. Il y a un restaurant, il y a un musée d'art contemporain, il y a une librairie, il y a nous en dessous, il y a des espaces mutualisés. C'est pour ça aussi que, c'est aussi pour ça qu'on fait un tel travail, mais dans l'ensemble des bibliothèques, sur cette question de l'accueil et de l'accessibilité. C'est parce qu'on sait qu'en tout cas à Carré d'Art, pour nos locaux, eh ben, si on le fait pas, il va pas l'être naturellement pour nos usagers. Je pense que la problématique est différente dans les bibliothèques de quartier, bah d'abord parce que ce sont des plus petites structures, où du coup la question du repérage et de la signalétique, bah, elle est peut-être un peu moins cruciale qu'à Carré d'Art, où effectivement sans signalétique écrite, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si je réponds tout à fait bien à la question. Excuse-moi. Je disais la question, je crois que c'était surtout sur l'utilisation des pictogrammes dans les Non, espaces aussi. on étudie. Alors, en tout cas, dans les bibliothèques de quartier, ça serait à vérifier, parce qu'ils sont sans doute en avance sur nous sur cette question. À Carré d'Art, non. Il n'y a pas de picto. Et la collègue du livre en partage à Nîmes confirme que le carré d'art fait peur au public éloigné de la culture malgré Et les oui. efforts. Mais Carré d'Art, c'est un bâtiment qui est très particulier, qui n'est même pas identifié tout à fait comme une bibliothèque. Enfin, quand je racontais tout à l'heure les opérations de comptage, la première fois, on l'a fait en distribuant des tickets parce qu'on voulait bien dissocier qui venait à la bibliothèque et qui venait au musée. Et donc, les gens, quand on leur demandait, ils nous disaient, quand on leur demandait, donc, vous allez à la bibliothèque? Ils me disaient, ah non, pas du tout, je vais travailler ou je vais lire la presse. Je dis, ben oui, bah donc, vous venez à la bibliothèque, c'est pas identifié en fait comme service. Et alors, on a fait des révélations, mais toute la semaine, c'est-à-dire que nos usagers ont pris conscience qu'ils entraient dans une bibliothèque. Carré d'art est identifié, mais alors ce qu'il y a dedans et la bibliothèque, et du coup le fait que ça soit un lieu libre d'accès gratuit, on en est loin, loin, loin. Bon. Il y avait une question sur les 3 semaines de durée de prêt. Est-ce que tu as eu des retours? Voilà.
On n'a pas fait d'enquête auprès des usagers. Alors, je dirais même plutôt que, en tout cas, nous, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on n'envisage pas de l'allonger. En fait, on a même réduit pour les nouveautés. On a introduit une nouvelle durée de prêt pour les documents les nouveautés les plus demandées, celles qui dépassent un certain nombre de réservations, où on a réduit la durée de prêt à 15 jours. Pourquoi 15 jours? Pourquoi on ne peut pas aller moins? C'est parce qu'en fait, le Mediabus, certaines tournées, en fait, c'est un système par quinzaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop réduire la durée de prêt parce que sinon, en fait, il y a les gens pour lesquels il y a une desserte tous les 15 jours, bah, ils se trouvent coincés pour rendre. Donc, on est plutôt sur cette dynamique-là pour favoriser la rotation plutôt que sur l'élongation de la durée de prêt, pardon. Par contre, moi, ce que j'ai retenu, c'est de l'expérience là de Cugno, c'est le fait que, alors nous, c'est 3 semaines de prêt, 3 semaines de prolongation. Je trouve vachement intéressante l'idée de Cugno de dire bah, c'est 1 mois de prêt et seulement 15 jours de prolongation. Ça pourrait être par exemple, je me disais voilà, parce que ce qui nous inquiétait beaucoup, c'était l'idée que les gens prolongent beaucoup chez nous. Donc on s'est dit, bon, les bouquins, s'ils sont immobilisés 6 semaines, déjà qu'on passe à 4 semaines de prêt, renouvellement 4 semaines, on voit plus les bouquins pendant 2 mois, ça va pas. Mais cette idée, effectivement, le renouvellement est pas tout à fait aussi long que la durée de prêt initiale, je trouve qu'elle est très intéressante. Bon, allez, on prend une dernière question. Renaud te dit, il semble qu'on trouve votre règlement intérieur qu'en version PDF, ce qui est problématique pour les malvoyants. Ça, c'est possible. On est encore en work in progress hein, Mhm. sur le portail. Donc, ça fait partie des points qui seront signalés. Bon, bah en tout cas, je vois Désolée. qu'il est midi 20, donc je vous propose de couper l'enregistrement et vraiment merci à toi, Marion, pour toute cette présentation extrêmement claire.